Salut l'équipe, on se retrouve pour un nouvel épisode de Street Club en direct du camp Live Trainer. Ça y est les gars, je l'ai attrapé, je l'ai mis dans ma voiture, je l'ai mis dans mon coffre. Vous aurez la rêve bientôt du coffre. Je l'ai mis dans mon coffre, je l'ai ramené ici, on est parti. Retour de Street Club, on va essayer de vous sortir un épisode toutes les 2 semaines, je pense que ce serait pas mal. On va pas être trop ambitieux au début. Faut qu'on soit super régulier. Ouais, là, faut qu'on toutes les 2 semaines, ça serait bien. Aujourd'hui le thème... Ouais. Vas-y. Aujourd'hui, le thème, les petits potes, c'est la gestion de match. Et grand plaisir de pouvoir retourner avec Max. On avait pas mal de rush depuis un petit moment. Donc là, ouais, on s'est posé. Et l'objectif, ça va être de ressortir une nouvelle saison. Finalement, il y a eu la saison 1 l'année dernière. Et on va dire que c'est la saison 2 qui commence maintenant. Bien joué. Donc voilà, la petite pause s'impose. Déjà, si ça vous fait plaisir de nous revoir, mettez de la force, tout simplement. Même si la vidéo n'a pas commencé et qu'elle ne vous plaira pas ou qu'elle vous plaît, peu importe, mettez-nous un like, un commentaire. Toujours l'aubergine d'ailleurs pour Max, ça va pas changer. Et toujours la casquette pour moi, faites-vous plaisir. Et puis ouais, on va aborder le sujet de la gestion de match. Donc on va pouvoir balayer quand même pas mal de choses parce que c'est un truc qui est assez vaste, assez complet. On commence peut-être par les prémices, genre allez, on va dire déjà avant même une gestion de match, genre sur le picking, l'affûtage, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu regardes qui vont t'impacter toi pour la suite ou des trucs du genre? Moi, il y a un truc que j'aime bien faire quand je fais quand je prépare mon picking pour justement voir un peu ce que ça va donner. C'est un truc tout bête, c'est garder des formats avec des x3. C'est tout con, mais je trouve que garder des x3, ça donne une bonne idée de la forme de l'opener. Parce que si vous êtes capable par exemple de faire un 5x3 avec une charge donnée, clairement votre opener il peut se situer vers là. On imagine un 5x3 RPE10 par exemple. Votre opener il peut se situer vers là et ça vous donne des bonnes, on va dire des bonnes indications pour ce que vous allez pouvoir faire. Après, faut pas. Je pense que le truc, l'erreur à faire, ça serait vraiment de se baser à 100% sur le picking pour choisir vos charges. Exemple, j'ai fait un 180 RPE10 au squat fin de picking, je pourrais pas faire plus à la comp. Ça, c'est souvent des erreurs qui sont un petit peu. Vous pouvez être un petit peu biaisé par ça. Faut quand même garder en tête que un bon picking et un bon taper, c'est 2 à 8% de perf en plus. C'est quand même. Ouais, c'est quand même énorme. Hein. Sur un total à 400, ouais. C'est quasiment à 40 kg. En vrai, ça fait une belle diff. Hein. Mais ouais, je trouve. Le truc le plus important, c'est vraiment faut être bon le jour J, open à des bonnes charges pour matcher avec les objectifs que vous avez et surtout ouais, être super intelligent le jour J parce que la comp elle se passe le jour J. Vous pouvez préparer tout ce que vous voulez avant, c'est vraiment le jour J qu'il faut être réactif, qu'il faut être bon et 100% connaître votre profil pour savoir quand est-ce que le problème peut arriver. Prends l'exemple de Rwandon qui hier a envoyé il a envoyé un 100 kg au dips, il fait 105 juste après et il y a des gars qui étaient avec nous qui pensaient qu'il avait quasi 110. Mais si vous connaissez pas son profil, c'est pas déconnant en vrai, mais connaître son profil c'est la base. En vrai, si Loan il connaît son profil, il sait que 105 c'était le match qui pouvait être limite, soit ça passe, soit ça casse, c'était vraiment le RPE10 visé. Alors qu'un gars qui le connaît pas, il aurait pu dire je mets 110. Donc connaître son profil, pas trop se baser sur le picking et ouais, les x3 je trouve que c'est intéressant à garder dans la prog pendant le picking. Ouais, de fou. Mais je rajouterais peut-être même un truc par rapport à ça. Tiens, c'est les premiers tips qu'on peut donner. Avant que ma voix parte en vrille d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a plus rien à la fin du camp, il reste plus rien. Mais ouais, c'est effectivement, la plupart en street, on est plutôt bien entouré. Que ce soit sur les réseaux ou même en présentiel. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance soit à se hype tout seul, parce qu'il y a des profils qui vont se dire ah ouais, visuellement je la passe comme ça veut dire que je peux faire ça. Et c'est vrai que généralement quand tu manques peut-être un peu d'XP etc, tu te rends pas forcément compte que un delta de 5 kg ça peut te faire passer d'un RPE 7 visuel à un fail tout simplement. Mais ouais, pas trop se hype et faire confiance au coach en fait tout simplement, qui est censé avoir un avis qui est carrément objectif normalement et avoir l'expérience de te dire bah ouais ton profil non tu peux pas faire ça. Ou bien à l'inverse, pas écouter forcément les autres et savoir se dire aussi c'est pour ça qu'en fait le rôle du coach est trop important dans tous les cas sur une gestion de match, mais ça on y reviendra je pense dans le podcast. Mais ouais, si tu gères ton match tout seul, soit tu vas avoir tendance à être subjectif conservateur, soit subjectif à la hausse. Et généralement ça se passe jamais très bien. Donc le mieux c'est juste d'avoir quelqu'un d'expérience en fait qui va t'accompagner et qui va te dire qui va être ce bon entourage, qui va dire moi je pense à ça, et c'est même pas je pense à ça, c'est on va mettre ça comme charge, et puis voilà. Après on est toujours ouvert au débat, mais ouais. De toute façon le gars qui gère votre match, faut lui faire confiance. Hein. Si vous prenez quelqu'un pour gérer le match, en vrai c'est... il est là pour ça quoi. Si c'est juste un gars pour être avec vous, gérez votre match et prenez un gars avec vous. Sauf si t'as chopé le jour J l'employé municipal qui fait le ménage, qui connaît rien au streetlifting, mais bon. Parce que de toute façon les gars qui ont déjà fait une comp, vous le savez, tu finis ton essai, en vrai il y a 9 chances sur 10 que tu sois incapable de dire comment elle est passée. C'est juste dans ta tête elle est passée.
T'as déjà oublié, tu t'es juste dit c'était incroyable, et tu peux la regarder et avoir un avis totalement différent sur ce que t'avais imaginé. Tu vois. Donc ouais, l'avis extérieur, il est méga important. D'ailleurs, en vrai, ça fait partie de la prévision. Hein. Trouver un gars pour gérer votre match si vous n'êtes pas coaché. C'est ça. Ça se fait vraiment en amont. Et même si vous pouvez, et que le gars il est un peu, dans l'idéal, il est un peu dans le milieu, entre guillemets, partagez un peu vos entraînements, votre forme, justement pour lui parler un peu votre profil, votre profil psychologique aussi. Genre, c'est que vous aimez bien vous hype. Imaginons, vous détestez vous faire hype. Si sur votre dernier squat, il vous envoie une claque de barbare dans le dos, ça va peut-être juste vous faire chier et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fait fin de compétition. Même pas envie d'aller faire son squat. Non mais en vrai c'est tout bête. Ouais, c'est ça, ouais. Quand on a fait les élites, on a géré des matchs où je demandais avant, tu vois, genre est-ce que t'as besoin de hype, et il y en a qui m'ont dit non, en vrai pas du tout. Donc si, tu peux le faire carrément sortir de son état d'esprit juste parce que tu lui as envoyé un peu trop de hype et qu'il en avait juste carrément pas besoin en fait. Toi, c'est quoi ce que tu mets en place justement, genre là ton athlète il compte la semaine prochaine par rapport au match, genre qu'est-ce que tu vas mettre en place en fait pour que le match soit fluide, se passe bien, etc. Bah déjà, en fait, le match il se prépare quand même en amont, en discutant beaucoup. Je sais qu'il y en a qui peuvent se faire beaucoup de fausses idées. Donc moi en général, le premier truc que je fais, je leur demande ça serait quoi ta feuille de match idéale. Genre je leur dis, sans leur dire mon avis à moi, qu'est-ce que c'est ta feuille de match idéale. Parce que juste avec ça, sans parler de chiffres, tu peux choper un peu le profil du gars. Genre si il sait, de toute façon, parce qu'on travaille ensemble, donc il sait ce qu'on a fait à l'entraînement. Imaginons, je sais pas, on n'a jamais dépassé les 100 kg au dips, et il me dit j'ai envie de faire 130. C'est le moment de se dire, le jour du match, je vais devoir le canaliser de ouf, parce que... T'as un problème. Il est en train de partir en live. Il est complètement en train de partir en live. Compétition. Il croit trop au picking. Il a trop de trust de picking. Mais ouais, premier truc, c'est, en général, je demande, semaine d'avant, genre quand on a fini la vraie semaine de picking, déjà un petit bilan sur l'état de fatigue, je demande la feuille de match, sa feuille de match à lui, idéale. Parce qu'après il faudra ajuster du coup le taper par rapport à la fatigue, etc., par rapport aussi à la caté de poids, au profil. Mais ça on vous en reparlera dans un autre podcast, n'hésitez pas à vous abonner les gars. Parce qu'on va encore balancer des sujets ultra intéressants. Oui. En vrai, plus on va en faire, plus on aura d'idées, donc vous aurez de plus en plus d'idées intéressantes. Et n'hésitez pas à me mettre des idées aussi en commentaire si vous en avez. On sera chaud de les balancer en direct. Heureusement qu'on n'a pas 1 heure devant nous, sinon on aurait envoyé 4 podcasts d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Mais ouais, du coup, petite feuille de match qu'on fait en commun. Et si on a le droit de pas être d'accord, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, en général, moi j'essaye déjà d'imposer les openers quoi qu'il arrive. Parce que les openers, il faut qu'ils passent, comme je vous le disais avant, avec des x3, il faut que ce soit vraiment un truc banalisé, un truc vraiment chill. Si le gars, comme je dis, il a jamais fait 100 kg, enfin il a passé que 100 kg au dips et qu'il veut ouvrir à 100 kg, peut-être pas le beau match. Tu vois. Et après, le jour J, on se met d'accord sur, pareil en amont, on vient pour faire quoi, tu vois. On vient pour jouer un total, tu viens pour se faire kiffer, ce qui peut être aussi le cas. Hein. J'ai déjà des athlètes qui m'ont dit, moi je veux juste kiffer, tu vois, je veux tenter des barres de ouf si je peux, je veux, quitte à les louper, je m'en fous, tu vois, je veux kiffer. Donc état d'esprit, état de forme, du coup conversation, feuille de match, et le reste en vrai tu peux envoyer le reste. Hein. Ouais, c'est déjà une bonne petite préparation de... Carrément. Et un petit call aussi si les deux, en général on arrive à se caler, si les deux sont dispo, un petit call 1 ou 2 jours avant, histoire juste de discuter, sauf si le gars, tu t'as déjà accompagné 15 fois en compétition, et c'est la routine, c'est pas forcément besoin. Moi je fonctionne plutôt pareil, tu vois, enfin... Les appels, pareil, si le gars est à distance, je préfère faire ça que voir le jour J avec lui et de faire ce petit entretien là. Après ça dépend quand je sais que, enfin j'ai pas mal d'athlètes qui sont dans le Grand Ouest aussi, et je prends l'exemple de Rwandon là parce qu'il est dans sa chambre puni en train de regarder des vidéos, mais tiens, montre-le le Rwandon sauvage. Le podcast il part en vrille, ils vont se dire ils ont séquestré un athlète. Mais par exemple Rwandon, en fait je savais que à chaque fois, comme il compe dans le Grand Ouest, en tout cas il n'a pas eu le malheur de vouloir m'amener à Annecy pour le moment, mais en gros c'est plus simple parce que je sais que un jour avant je vais le voir et qu'il va être à froid, il va pas être le jour de la compétition avec la hype, etc., et qu'on va pouvoir discuter. Moi je suis comme toi, je me base souvent sur un truc, je demande toujours l'objectif prioritaire de l'athlète. Après si l'objectif est trop à mon sens, je vais dire non c'est mort, ou bien en fonction aussi du profil de l'athlète, même si je considère peut-être que l'objectif est un peu ambitieux, je vais quand même y aller. Là je prends l'exemple de Stan qui voulait viser à Grand Ouest de l'année dernière une qualif France qui était un peu osée, c'était clairement un pile ou face, mais je suis pas là pour mettre des freins non plus aux athlètes, ça veut dire que toutes les expériences sont bonnes à prendre, et si tu considères que t'as besoin, que t'as envie, que t'acceptes l'échec aussi, et que t'es prêt à te manger un mur pour mieux rebondir derrière, et que c'est pas un mur qui va te frustrer et qui va te dégoûter, mais un mur qui va avoir de bons enseignements par la suite, moi ça me dérange pas, tu vois, on y va.
Et après, ouais, l'objectif prioritaire définit la suite. Ce que tu veux, c'est là à l'heure actuelle un podium, ou ce que tu veux un total. En fonction de cet objectif-là, tu sais aussi comment tu vas jouer le match toi en tant que coach. Et après, comme tu l'as dit, la feuille de match, moi je demande souvent aussi, mais je suis très ouvert moi au changement. Ouais, Enfin, ouais, bah ouais. Pour le coup, ça dépend des échanges. Genre, Stan, j'étais pas très ouvert du coup pour les élites parce qu'il y avait quand même un match à jouer pour choper la 4ème place. Et genre, je voulais pas tout changer. Il y a eu quand même des choses qu'on a changées, etc. le jour J. Parce qu'il y avait des formes qui allaient bien, etc. Et des stratégies aussi qui changent. Mais par contre, genre, voilà, enfin, il y a des échéances où tu peux pas non plus te permettre de faire n'importe quoi. Genre, tu sais que si t'arrives et que t'es pas pressenti podium, bah en vrai t'as pas non plus une pression folle parce que en soi la 6ème à la 4ème place c'est un peu la place des tristes hein, mais en vrai t'auras pas la lumière sur toi donc juste fais-toi kiffer, envoie ton total et profite. À part quand t'es 4ème et que tu vas aller taper la 3ème, là il y a quand même un enjeu mais bref. Mais ouais, ça dépend aussi pas mal des échéances, de la perception de l'athlète, de ta perception à toi. Et comme tu dis, j'évite de me baser trop sur le picking à part s'il y a des facteurs qui sont alarmants. Je sais pas, Rondon par exemple encore, j'adore le citer comme exemple, mais il s'était blessé, il s'était fait à moitié une périostite, genre 3 semaines avant la compétition. On a dû faire une réhab express, donc forcément le squat au début on visait pas très haut, etc. Au final ça s'est bien passé parce que la réhab avait bien marché. Mais ouais, t'es obligé d'anticiper aussi en fonction de ce qui se passe dans le picking sans être trop alarmiste. Parce que comme tu le dis, le picking c'est quoi? C'est gros état de fatigue plus. Et donc forcément besoin de récupération. L'affûtage, tu peux te sentir mal aussi. Il y a beaucoup de gens qui fail en affûtage parce que juste le nerveux il va crash d'un coup et ça pareil ça fait partie des profils mais on en parlera dans un prochain podcast comme tu l'as dit. Mais ouais, il y a plein de trucs à prendre en compte en vrai. Ouais, mais en vrai je suis d'accord avec toi surtout. Après on est passé l'avant-comp. Après le jour J. C'est quoi le jour J, genre le truc, on va dire, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner le jour J pour que le gars il soit en confiance? En confiance, prêt à performer. Genre. Le meilleur conseil au gars ou le meilleur conseil au coach? Le coach qui me regarde. Les deux, ça peut être. Les deux. Moi pour le coach, en vrai c'est bien faire gaffe peut-être sur les montées en gamme et toujours demander des renseignements. Moi je suis un harceleur sur ça, et genre en compétition, quand il y a mon athlète qui est en warm-up, je vais tout le temps voir, genre je pense 3 fois par rotation, donc ça fait peut-être je vais voir 15 fois la même personne pour lui demander est-ce qu'on est d'accord, là il n'y a pas de retard, tout va bien, nanana, etc. Parce que, en plus on en parlait en off hier du coup, mais les retards c'est le truc qui est de toute façon indépendant de ta volonté, tu peux jamais le prédire. Et généralement c'est 1 minute par 1 minute, mais le fait de mettre la pression aux gens, je pense que du coup ils se disent lui il me fait chier, faut que j'évite. Donc ouais par rapport à ça les coachs bien gérer les montées en gamme, parce que aussi quand il y a du monde qui va vouloir te passer devant, etc. Donc ouais faut être bien à l'affût et même avoir bien préparé la feuille du match en amont, parce qu'en fait feuille de match qui est déjà claire et bien préparée égale en général pas de problème de fluidité le jour J. Tu vas pas te poser de questions, tu sais ce que t'as à faire et ça va aller vite. Et après pour l'athlète c'est juste de pas s'éparpiller hein. En vrai la compétition peut y avoir pas mal de choses, soit tu profites et tu vas parler un peu à tout le monde, tu rigoles, etc. Mais ça se fait aussi hein. Tu peux être là pour le chill. C'est moi ça. Ouais. Non mais c'est pas un mal en soi, mais peut-être pas essayer de sortir aussi de l'entraînement. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont voir des gens crier par exemple, ils vont se dire allez c'est le moment je crie, etc. Ou je sais pas, ils vont voir des gens faire des trucs en salle de chauffe, ou ils vont recevoir des conseils d'autres athlètes et ils vont partir en vrille dans leur tête. Et moi je pense que le truc en compétition, c'est tu peux déconner de ouf, hein, tu peux aller parler avec les gens. Moi je suis partisan de ça, on est un sport aussi où on sociabilise et c'est le principal, on se crée des bons souvenirs avec les gens. Mais faut pas rester dans sa bulle, mais faut quand même être focus sur soi. C'est-à-dire le mec qui va te donner un conseil, t'es gentil mais tu vois c'est pas aujourd'hui que je vais tout changer. Faut éviter de se disperser en fait, éviter de s'éparpiller. Il y a déjà pas mal de choses à penser, pas mal de stress, etc. Si tu t'éparpilles trop après, c'est terminé. Et toi? Ouais, en vrai, moi, je reprends direct le conseil athlète. Moi, le truc que je trouve le plus important, c'est, parce qu'une comp ça dure méga longtemps, c'est apprendre à s'activer, se désactiver. Et ouais, moi c'est pour ça que je vais chill, je vais parler à tout le monde, parce qu'il me faut, 40 secondes avant de me remettre dedans. Donc si j'ai un quart d'heure avant de passer, sur les un quart d'heure, je peux passer 14 minutes 20 à discuter, à rigoler, genre j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour me mettre en condition. L'habitude aussi que tu crées au quotidien, parce que moi c'est ça au quotidien, je m'active vachement vite. Pareil, je perds toute ma voix. Ça y est, on est cassé. Mais ouais, s'activer, se désactiver, et en vrai ça s'apprend. Là, ça peut paraître bateau, mais il y a plein de façons de faire, des petites routines de musique, des petites routines gestuelles que vous pouvez mettre en place, des petites routines de respiration,
Il y a plein de trucs à faire en vrai pour apprendre à vous activer et désactiver. C'est des petits. Le corps il adore les habitudes et les automatismes, vous créez des petits automatismes, et une fois qu'ils sont ancrés, après vous pouvez les répéter en compétition. En fait, le but de la comp, c'est une séance 4 mouvements où vous pouvez vous faire plaisir, il y a du monde qui est là pour vous encourager. En vrai, faut le voir dans le point positif. Et du coup, le but c'est que vous restiez un peu dans votre bulle, donc avec vos petites routines, les trucs qui vous mettent bien dedans. Vous restez dans votre bulle et vous apportez votre bulle sur le plateau en fait. Et après, votre bulle, si elle est bien faite sur le plateau, elle prend toute l'énergie positive et là vous êtes censé être un peu meilleur. Moi j'ai toujours vu comme ça et je trouve que c'est le meilleur moyen de le voir, parce que si vous mettez une pression de ouf en vous disant il y a plein de monde, ils vont me regarder, ils vont me juger, faut que ma technique elle soit belle, faut que... Tout ça on s'en fout en vrai, vous l'avez travaillé avant. Le but c'est de venir kiffer, apporter ce que vous pouvez apporter avec toutes vos petites habitudes et tout, et ouais, vous recréez un petit cocon sur le plateau, je trouve que c'est un des meilleurs trucs. Ouais, carrément. Et vas-y, si tu veux rajouter un truc. Non, j'avais posé une question, donc si t'as un truc à rajouter, profites-en. Bon, vas-y, balance. Bon, bah, on continue. Toi, c'est quoi peut-être les trucs que tu regardes le plus, genre qui t'alarment le plus aussi, genre le jour d'une compétition, par rapport à la gestion de match voilà. Sur la personne ou Ouais, sur ton athlète. Genre là, t'accompagnes un athlète et genre tu vas faire attention à quoi justement pour être sûr que la gestion de match se passe bien. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui t'alarment en particulier ou... Bah déjà, c'est rare, c'est vrai que tu t'accompagnes des gens, c'est que tu les suis depuis vraiment pas longtemps, tu vois. Mais souvent tu connais un peu le profil de la personne. Tu vois un gars, je prends un gars qui a tendance à être très très posé. S'il arrive et que je vois qu'il est tout fou, qu'il court partout, tu sais, qu'il cherche à parler, c'est souvent signe un peu de stress aussi. Tous les signes qui peuvent montrer qu'il est dans un état qui est pas forcément habituel et optimal, bah juste aller discuter avec, tu vois. Elle lui dire ça va et tout, il va peut-être dire putain je me sens stressé, et là bah tu balances tes conseils, genre bah mets-toi peut-être un peu dans ta bulle, va te balancer les écouteurs, crée-toi ta petite zone, fais tout ce qu'il faut pour être bon, tu vois, et recréer tes habitudes, tu vois. Donc ouais, je dirais choper un peu la personnalité avant, et bah essayer de, comme je disais avant, tu vois, amener ta personnalité sur le plateau, et bah pas trop te faire perturber par ce qu'il y a autour, tu vois. Ouais, et après bah checker vite fait un peu le plateau, l'orga, comment s'organiser, voir un petit peu qui est là, et comment ça pourrait se dérouler, essayer de choper un peu les infos. Et un truc aussi que je fais moi et qui me marche en général pas trop mal, c'est en fait dès qu'il y a une KT qui passe, je time le temps qu'ils me mettent à passer. Par exemple, s'ils sont 8, je mets un chrono quand les gars ils partent. Donc je sais que 8 personnes au muscle up ils ont passé tant de temps. Si ta KT elle est après, bah tu sais que t'en as pour tant de temps. Et après t'as le temps d'échauffement entre les deux, pareil tu peux timer les temps. Vous balancez un chrono sur l'iPhone, faites des tours, et à la fin vous avez tous les temps de la compète, vous pouvez même déjà prédire un peu le retard et tout. Donc normalement ça devrait faire le taf. Carrément. Mais après ouais. On est en plein podcast. Il a tout niqué, c'est pas grave. C'est pas grave, il y aura pas de cut. C'est sa vie, il a tout niqué. Gros bisous les gars. Bisous l'équipe. Rentrez bien. Les aléas du direct. Les aléas du camp. Et moi tu vois, ouais, c'est ce que je pensais aussi, c'est plutôt déjà je vais regarder tout le matériel etc, être sûr qu'il y ait des bonnes conditions. Même des athlètes qui s'entraînent sur barre à roulement par exemple, leur expliquer un peu comment ça va fonctionner aussi, par exemple une power bar, qu'il n'y ait pas d'appréhension aussi par rapport au changement de matos, même si la plupart en vrai ils s'en foutent. Plutôt bien. Ouais, généralement c'est ceux qui jamais touché au calibré ou... Ouais, c'est ça. Généralement c'est ceux qui sont dans les meilleures conditions. Genre je prends moi et RBC par exemple, où on va remarquer les petits détails qui vont être là en mode relou. Les autres qui vont du positif. Ouais, exactement. Un mec qui s'entraîne à basique ou à orange bleu, gros, il met trop la barre, il va se dire waouh. Ouais, je te jure, les points calibrés, c'est génial et tout. Mais il peut y avoir pas mal de petites modifications aussi. Enfin, je te prends par exemple sur calibré, un muscle up poids entre les pieds peut avoir plus tendance à glisser qu'un muscle up poids entre les pieds à basic fit avec un espèce de bumper. C'est naturel et c'est normal aussi. Exactement. Il y a pas mal de choses qui peuvent être différentes, donc déjà je vais anticiper les choses qui peuvent moins bien marcher. Et après ouais pareil, moi le truc qui est trop important pour moi c'est de surveiller les montées en gamme. Je dis toujours si je dois aller peut-être à un endroit, je sais pas si je dois aller aux toilettes etc, je dis tu m'attends pour ton last warm-up, tu m'attends pour cette montée en gamme là etc. Parce qu'en vrai soit peut y avoir un truc technique ou une adaptation matérielle du coup qui s'est pas faite, et dans ce cas là la personne elle est là en mode bizarre et elle perd en confiance etc et c'est relou. Soit même de parler tu vois après les warm-up, ouais comme tu l'as dit, tu te sens comment? Ouais ça va, ouais bah moi j'ai vu visuellement c'est très bien, t'es en forme etc, c'est trop important. En fait ouais faut éviter que, même si, surtout s'il y a un truc négatif qui se passe dans la gestion de match, imaginons le gars il visait un 9 sur 9 et tu te retrouves à ce moment là où je sais pas t'as failli l'attraction et tu dois passer au dips qui est quand même assez important, réussir à remobiliser la personne etc, voir comment elle se sent, donc ouais, faut juste surveiller l'athlète. On a le BAFA, nous.
qui part en vrille. En vrai, je rajouterai un truc. Bon, on va devoir cut dans pas très longtemps. Ouais, On va devoir vendre le logement, mais en vrai, on on se fait fera le post-compte dans un autre podcast où on rajoutera un autre sujet. Ouais. Donc les gars, on s'abonne, on partage. Surtout. Là, c'était l'occasion de faire le retour. Ah oui. Je rajouterai juste un truc. Quand vous êtes athlète dans la zone de chauffe, essayez au max de pas vous barrer, genre. De pas partir à droite à gauche. Parce que souvent, en plus, vous avez soit pas votre téléphone, soit il est full musique, vous allez rien entendre. Donc si on vous envoie un message, vous allez peut-être même pas le voir. Essayez de rester au max à proximité. Parce que ça peut... Je donne un exemple. Il y a un gars, par exemple, il veut pas faire son 3ème essai. Parce qu'il peut-être il s'est fait mal ou il a pas de marge. Imaginons que l'orgasme qui arrive par moment zappe la minute et lui fasse pas passer sa minute. Le temps s'accélère, vous êtes aux toilettes, vous êtes censé passer dans 2-3 minutes, bam, on passe à 2 minutes. Le gars il fait son essai, il va méga vite, il arrive à le passer, hop, c'est à vous de passer, vous êtes aux toilettes, vous avez pas vos coups dire. Enfin, ça peut vite être une galère. Donc essayez au max de rester dans la zone et si vous partez, vous prévenez, je pars ici, je pars là, histoire d'éviter les gros problèmes parce que ça peut vite être chiant. Ouais, Tu sais que c'est... Putain, tu m'as réveillé plein de souvenirs carrément. Genre, ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Tout le temps où ton athlète, tu sais, il te dit rien, il s'est barré aux toilettes. Et là, tu cherches dans tous les sens et tout. Ou même juste là, c'est à lui de passer pour que ça monte en gamme. Et t'es là, tu regardes partout, tu cours partout. C'est la guerre. Ouais, je crois, je l'ai vu passer aux toilettes. T'arrives aux toilettes, y a personne aux toilettes parce que le mec, entre temps, il est revenu sur. Vous êtes pas croisés parce que vous êtes pas passé au même endroit. Ça donne toujours lieu à des scènes incongrues. Mais ouais, comme tu dis, le mieux en vrai. Enfin, c'est bête, hein, mais on est des darons en vrai quand on gère un match. C'est-à-dire qu'on doit surveiller la personne. Faut le gars, il reste cadré. Ouais, faut qu'on sache où la personne est à tout moment. Parce que ça peut partir rapidement dans tous les sens en fait, une orga de comp aussi. Ça peut toujours très bien se passer, comme d'un coup, il peut y avoir un couac qui va accélérer la comp, qui va ralentir la comp. Et t'es un peu un maître d'orchestre en fait, t'es là pour donner le tempo toi aussi à ton athlète. Donc ouais, la présence c'est trop important. En vrai, je pense qu'on peut finir, on donne un tips chacun. Ouais. Et ça sera pas mal en vrai. Un tips chacun. Je donne moi si tu veux. Vas-y, le temps que je m'inspire. Petit tips. En vrai, c'est même pas un tips, mais c'est une obligation. C'est pas le jour de la comp, même pendant vos warm-up, que vous devez vous poser des questions sur les standards. Genre pour moi, c'est cool de vérifier, de check, mais si genre tu t'en viens à avoir des doutes pendant la comp et t'as ton warm-up sur tes standards, c'est pas bon signe. Genre tu peux les vérifier parce que c'est cool de jeter un œil. Mais si vraiment il y a un doute, c'est genre les deux, le coach et l'athlète, ils sont pas sûrs. Genre là, faudrait faire ci, mauvais signe. Voilà. Standard, c'est la revanche. Bah, tu sais quoi, moi, petit tips alors. Petit tips de mec chill. Prenez du plaisir en fait. Genre, on oublie. Ouais, vraiment. On oublie toujours le plaisir et en vrai, peu importe les chances, que ce soit des championnats du monde comme des championnats de Bretagne, en vrai, on est personne, on n'est pas un sport où. Enfin, ça crée des carrières et ça y est, on va vivre du street, etc. Donc juste prenez du plaisir à monter sur le plateau, à pouvoir avoir l'opportunité justement entre guillemets d'être en vie, mais entre guillemets de pouvoir charger, enfin non mais de pouvoir prendre du plaisir à charger ses barres, à se confronter à ses limites, etc. On fait tout ce sport pour ça en fait, parce qu'on apprécie aussi l'opportunité d'avoir soit une victoire, soit un échec. Et il y en a beaucoup aussi qui sont alarmistes par rapport aux échecs, mais encore une fois, c'est déjà une opportunité par moment de pouvoir mettre certaines charges. Donc juste faut profiter en fait du moment. Et vous mettez pas trop de pression parce que vous avez envie de faire une 3ème place à FNSL Bretagne ou même même pour les autres, enfin les top athlètes, mais je sais qu'il y aura pas non plus beaucoup de top athlètes qui vont écouter, mais en mode même si t'as une 3ème place au championnat du monde, n'oublie pas que t'es là pour un sport où tu fais du kiff et que t'as pas grand chose à gagner à part des chaussettes à la limite sur le podium final rep. Mais bref, c'est pour illustrer que voilà, on est juste là pour prendre du plaisir, prenez du plaisir avant toute chose. Et même s'il y a des échecs, en fait, ça fait partie du jeu, c'est aussi pour ça qu'on fait ce sport. On n'a jamais une garantie folle de 100% de chance de réussite sur une barre. Et ça peut toujours arriver à un échec pour X ou Y facteur. Donc ouais, pareil, soyez pas trop déprimés par rapport aux échecs parce que ça arrive et juste refaites les choses intelligemment en fait par la suite pour progresser, mais on en reparlera dans un prochain podcast. Merci l'équipe. Petit commentaire, petit like comme d'hab, aubergine, casquette, vous connaissez C'est ça. Vous connaissez la méta. En tout cas, moi je sais pas ce que t'en penses Max, mais si vraiment s'il y a pas d'engagement tu vois sur la vidéo, je pense on arrête. On fait plus, ouais, parce que moi ça me déprime, tu vois, on revient, les gens ils devraient être contents, surtout les gens qui sont restés jusque là, ça devrait être les plus heureux. Et vous savez quoi, mais exprimez votre amour en commentaire en fait les mecs, si vous voulez qu'on s'arrête pas. Prenez du plaisir à mettre des commentaires. Oh, oui. Et à faire des compétitions de street, c'est un peu la même chose. Exactement. Bon, sur ce, gros bisous à tous, merci pour la fidélité comme d'hab et saison 2 Street Club, c'est parti. Ciao l'équipe.